Donc bonjour, bienvenue et donc bienvenue à cette rencontre, bienvenue à vous, bienvenue à nous, nos deux invités, donc Sébastien Bedbédé et Stéphane Battu, donc deux cinéastes et qui sont là. On va parler, enfin, de vos films et de votre rapport au cinéma, mais on va peut-être commencer par l'Acide, puisque là, on vous accueille aussi dans ce rendez-vous, le retour d'Acide, qui fait son retour après 2 ans d'absence et dont en fait les 30 ans voilà, de l'acide. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous invite à intervenir quand vous le souhaitez. Il y a suffisamment de proximité pour, voilà, pour pouvoir le faire, intervenir, poser des questions, ou voilà, réaction, ou demander des précisions, etc. Est-ce que peut-être on peut commencer par l'acide, justement, ce que c'est que l'acide dont on fête les 30 ans. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Voilà, l'Acide, c'est avant tout une association de réalisateurs, de cinéastes, réalisatrices, qui, par solidarité et par amour d'un certain cinéma, qui est le cinéma, je dirais, un cinéma d'invention, de recherche, euh, souvent aussi on peut dire cinéma d'auteur, mais au sens le plus, peut-être le plus pointu voilà, du terme, décide de aller défendre, représenter et débattre de films qu'ils aiment et qui sont des films de collègues, quoi, enfin d'autres réalisateurs. Alors il y a il y a différents modes comme ça d'accompagnement. Le premier, c'est des films qui sont présentés tous les mois à cette association. Donc les membres qui sont, il y a 90 membres, 90 réalisateurs qui sont, réalisatrices qui sont là. Donc tous les mois, il y en a des fois une vingtaine qui viennent pour regarder des films, souvent deux ou trois, et puis ils décident de s'engager, certains, à les accompagner quand les réalisateurs ne peuvent pas être là ou quand quand c'est pas possible de faire autrement, voilà, ils vont parler des films avec le public. Et donc il y a un film par mois à peu près qui est choisi. Et donc voilà, ils sont appelés à venir parler de ces films-là avec les personnes. Du coup, des films qui sont en sortie. Et c'est des C'est films sur des. qui doivent qui doivent sortir dans l'année. Et souvent, donc le moment du choix de la soutenance de ces films est bien sûr en amont. Oui. Et donc, quand les films sortent, ils sortent d'une manière un peu classique en salle pendant 3 semaines. Maintenant, c'est de plus en plus court, hein. C'est des fois 2 semaines. Et puis ensuite, l'Acide prend le relais. Il y a des personnes du bureau de l'Acide, de l'équipe, qui vont contacter des exploitants dans la France entière et qui vont dire, voilà, on peut faire une sorte d'animation pour que le public vienne plus facilement, pour échanger avec lui. Et donc, ce sont des cinéastes qui se déplacent pour parler du film, quoi. Et ça, c'est la première chose. Puis après, il y a ce qui se passe à Cannes, si tu veux. Oui, et peut-être avant même de parler de ce qui passe à Cannes, aussi dire que l'importance de l'acide aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, ça date d'il y a 30 ans, ce qui paraît incroyable, mais l'acide, elle avait été créée pour des questions qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et qui sont d'autant plus même, j'ai envie de dire, qui était de se rendre compte que les sorties étaient squattées par une dizaine de films simplement, et que tous les autres films qui sortaient chaque mercredi n'avait pas le temps d'exister en fait. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi dans une situation aussi alarmiste aujourd'hui, 30 ans après, où c'est encore pire que ce qui existait 30 ans auparavant. Et donc l'acide prend tout son sens en fait. C'est-à-dire que si cette association n'était pas là, à se battre aussi politiquement auprès des instances du CNC, du ministère de la Culture pour défendre ce cinéma, il aurait beaucoup de mal à continuer à exister. Voilà. Et je dis que c'est d'actualité aujourd'hui aussi parce que
voilà, le confinement, la période qu'on a vécue a fait que les salles aujourd'hui sont, je ne vais pas employer le mot désertées, mais sont beaucoup, beaucoup moins fréquentées. Les gens ont perdu l'habitude de la salle et à cause des plateformes et de l'habitude prise pendant ces mois de fermeture. Voilà, donc aujourd'hui où les choses reviennent un peu à la normale, c'est un combat qui est vraiment d'actualité. Voilà. Et par rapport... Il y a vraiment un côté militant, en fait. Oui, C'est quand même à la base, hein, c'est vraiment aussi ce côté militant. De prendre son bâton de pèlerin aussi pour aller défendre une idée du cinéma et pas simplement son film, mais aussi le film d'un compagnon de route. Ils ont des actions auprès du public aussi, c'est-à-dire qu'ils forment des jeunes ambassadeurs, des gens qui sont étudiants en cinéma pour qu'ils aillent parler des films autour d'eux, pour amener un public plus jeune, etc. Puis parce que effectivement la salle, c'est l'endroit où se partagent les émotions. Je ne sais pas si vous avez vu comment Arthur Harari au César qui disait, en parlant des plateformes, on ne va pas chercher des émotions dans un supermarché, quoi. Donc c'est aussi l'endroit où on partage, où on vit des émotions ensemble et ça n'a rien à voir. Quand on regarde un film chez soi, on va ouvrir le frigo, manger des sushis et puis ouvrir au chat, lui donner des croquettes. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est une pensée qui s'élabore ensemble dans un lieu qui est dédié, quoi. Donc c'est vraiment ça le cheval de bataille aussi de l'Acide, auprès du CNC, auprès... de plein d'instances il y a des réunions constantes avec les distributeurs, avec les producteurs, pour que tout soit mis en place pour qu'il y ait quelque chose de vraiment un vrai accompagnement des films, quoi, sur une longue durée et dans des salles qui sont pas forcément dans les premiers à avoir les films aussi. Les salles sont des fois un petit peu en province, en demande de films qui n'ont pas été vus tout de suite et qui n'ont même pas été forcément exploités tout de suite dans ces villes, quoi. Ouais. Et du coup, Sébastien, peut-être sur... Tu voulais... Oui, sur Cannes. Oui, peut-être, ouais, sur Cannes. Ouais, parce que alors voilà, pour compléter... Cannes, du coup, c'est plus récent. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais tu sais, Stéphane, à partir de quand a été créée la sélection? Assez tôt, hein. Il me semble que c'était dans les premières années. Dès la création? J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'années, ouais, plusieurs décennies, enfin, au moins. Et donc, oui, donc il existe une sélection cannoise de l'Acide qui n'est pas compétitive et qui est une section donc parallèle qui au début, quand elle a commencé à émerger, était vraiment un peu le off. C'est très péjoratif de dire ça, mais c'était comme ça qu'il était vendu comme le off du festival. Et d'année en année, il a acquis vraiment une notoriété et il est voilà pas loin parce qu'il y a toujours il faut toujours faire des classements, mais il est légal d'autres sélections parallèles du festival. Et c'est devenu une section voilà, très aventureuse. Elle a toujours été, et elle a d'année en année été revendiquée comme telle et acceptée comme telle par les professionnels du cinéma. Donc c'est un combat qui a été en partie gagné, mais qu'il faut encore une fois tout le temps continuer à défendre. Et donc pendant Cannes, il y a 9 films qui sont, c'est ça, 9 films qui sont choisis, donc des films inédits. Des premiers films et pas que, des films sans distributeur ou alors avec des distributeurs plutôt indépendants. Voilà, et donc à partir du moment où c'est une vitrine absolument incroyable dont on a bénéficié tous les deux avec Stéphane. Stéphane pour Vif Argent et moi pour 2 automnes, 3 hivers et Le Voyage au Groenland. Et ça a été, sur 2 automnes, 3 hivers, je me souviens que j'ai fait, je sais pas, plus de... une fois, donc, comme disait Stéphane, une fois que l'exploitation, la première exploitation est finie, donc celle qui dépend du distributeur, qui place le film dans les salles et qui le travaille. Une fois que ça est fini, l'Acide, pour pas faire doublon avec le distributeur, il n'engage son travail qu'une fois les 3-4 semaines finies.
et il fait ce qu'on appelle une continuité. Et avec 2 temps 3 hivers, je crois que j'ai montré dans 80 ou 100 salles en France le film, et en l'accompagnant, et ça a été une chance inouïe, parce que c'était mon premier film qui avait un écho relatif, mais assez important pour moi, et ça m'a permis de rencontrer, de me faire connaître, et surtout de rencontrer des exploitants qui sont toujours des exploitants fidèles dès que je fais un autre film. Donc c'est une histoire aussi sur le long terme, et voilà. Et donc Cannes a été une vitrine pour tous les deux très importante, quoi. Comment ça marche concrètement justement la sélection pour Cannes, par exemple, quoi, parce que c'est une sélection qui est faite par l'ACID, quoi. Voilà, c'est des films qui sont soutenus par l'ACID, mais qui sont voilà, c'est une sélection. Du coup, voilà, comment ça s'opère? Est-ce qu'on vient et qu'on présente, qu'on propose un film à la sélection pour Cannes, ou est-ce que c'est des films qui sont on va dire dans la prévision de sortie acide, et que du coup on se dit tiens, mais peut-être ce film on va le mettre, enfin voilà comment. Non, c'est 2 choses différentes. D'accord. En fait, c'est vraiment comme les autres sélections, c'est-à-dire que les auteurs ou les distributeurs ou les producteurs inscrivent le film à l'ACID, et il est vu, voilà, et il est vu par les cinéastes de l'ACID, et donc je ne sais pas si c'est une règle immuable, mais en tout cas c'est ce qu'on nous propose à chaque fois, c'est les cinéastes qui ont été sélectionnés l'année précédente qui font la sélection de l'année qui suit. Voilà. Ce qui a l'avantage de ne pas être avec un collège de personnes qui restent immuables, donc ça change tout le temps. Donc il n'y a pas de ligne, il n'y a pas une direction particulière qui est prise par l'ACID en disant on va faire une sélection qui suivra certains thèmes, etc. C'est vraiment selon l'appréciation. Il y a en plus, dans beaucoup de sélections, il y a un nombre de personnes un peu réduit. Je sais pas, 6 ou 7 personnes, là, on est 13 ou 14. Et donc c'est vraiment des débats assez houleux et intéressants et riches. Mais c'est vrai qu'au final, pour arriver à 9 films sur 300 qui sont montrés, il y a quand même il y a tout 300, il y a 300 films qui postulent. Oui, même plus, je pense. 300, c'était au moment où moi j'ai participé à la programmation, mais je pense que là, les dernières années, il y avait plus de films encore, peut-être 360, je crois que j'ai entendu. Ouais. Et bon, c'est pas autant que par exemple la quinzaine ou la semaine de la critique, parce que je pense qu'il y a encore chez les producteurs l'idée qu'il y a une valeur ajoutée à être dans ces sélections-là, mais de plus en plus, la sélection reçoit des films de distributeurs importants, comme le Pacte, ou comme, bon, je sais pas, je vous dis ça, c'est des noms que vous avez dû voir sans doute au début des films, mais il y a des distributeurs qui ont l'habitude d'aller chercher leur sélection dans des sections plus prestigieuses, et puis de plus en plus, ils vont vers la CID parce qu'il y a aussi une reconnaissance importante, et qu'il fait partie maintenant, elle fait partie du programme général de Cannes, quoi. Mais du coup, c'est des films qui, comment dire, c'est des films acides. Enfin, quand même si c'est, par exemple, même s'il y a le pacte derrière, c'est quand même dans l'idée que c'est, on va proposer un film qui quand même rentre un petit peu dans la philosophie dans la philosophie de l'acide. Enfin, Oui, je veux dire, c'est pas complètement hors sol non plus de se dire ah oui, attention, maintenant l'acide Cannes c'est repéré, et donc c'est intéressant d'avoir son film là, et proposer un film qui a absolument rien à voir avec Si. Ah oui, si. Tous les producteurs proposent des films qui ont des fois rien à voir avec la philosophie de l'acide, mais simplement comme ce sont des cinéastes qui eux-mêmes ont souvent traversé cette sélection à travers leurs films, c'est leur goût qui prévaut. Donc ces films-là sont pas, même où il y a des films effectivement qui avaient sans doute un potentiel, je dirais, commercial plus important que ceux qu'on voit généralement à l'acide.
et qui n'ont pas été sélectionnés parce que c'était pas la place en fait, selon l'esprit, je dirais, des personnes qui faisaient la programmation, quoi. Mais après, je pense que c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas un label acide et une façon de fabriquer des films qui rentrent dans ce label. Parce que on a eu l'occasion un peu de parler dans la présentation de mes films en l'occurrence, mais de cinéma populaire, et c'est pas un vilain mot, et c'est pas un mot qui est... non, mais justement, je te remercie de l'avoir évoqué en ce sens-là, parce que il faudrait pas croire que l'acide choisit, enfin, je vais dans les clichés, mais des films d'une austérité d'auteur rêche et froide, et voilà, et c'est là la grande intelligence de l'acide aussi, c'est de reconnaître que voilà, la comédie a sa place, tout autant que le film de genre, enfin voilà, j'ai l'impression que ça s'ouvre de plus en plus, et que c'est ça qui est très riche, quoi. Je crois que c'est le critère principal, c'est la singularité des films et leur inventivité, voilà, parce que comment ils proposent des formes de cinéma qui sont pas forcément nouvelles, mais qui sont en tout cas dans une démarche de recherche, de questionnement, et ça peut vraiment être très joyeux et voilà, plaisant. Mais voilà, il n'y a pas non plus forcément de règles purement économiques sur les budgets qui ont été alloués au film. Il n'y a pas un seuil, on va dire, au-dessus de tel budget. On estime que c'est un film qui devrait pouvoir trouver sa place sans... Ouais, ça se fait de manière naturelle aussi, quoi, mais c'est rare. Je pense qu'il n'y a pas eu d'exemple de films d'acide avec des budgets astronomiques, mais c'est une logique et c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle. Voilà, ce qui ne veut pas dire que des films au gros budget... Mais en fait, il n'y aura pas Batman à l'acide l'an prochain, quoi. Et est-ce que... alors que Batman ça a l'air d'être un très grand film. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a comment dire, un nombre de fois, par exemple, où on peut je pense plutôt à toi, en fait, Sébastien, parce que là, on présente deux films acides, c'est-à-dire soutenus par l'acide. Je les appelle acide, mais voilà, qui sont soutenus par l'acide. Bon, t'en as fait d'autres derrière, et qui sont pas. Après, j'en ai fait d'autres derrière que j'ai estimé qu'ils n'avaient peut-être pas leur place à l'acide, mais ça, c'est quelque chose d'une conviction personnelle. Mais voilà, mais j'en ferai d'autres qui ont peut-être plus leur place aujourd'hui. Après, de toute façon, c'est au libre arbitre des gens qui sélectionnent, mais je ne sais pas s'il y a des critères de nombre de films soutenus, mais c'est aussi des histoires de calendrier. Par exemple, certains de mes films ne correspondaient pas au festival de rentrée, de printemps ou d'automne, et voilà. Puis après, il y a des choix de distributeurs aussi, de sortir les films sans festival, ça peut arriver. Voilà, donc c'était un mélange d'une décision et d'un calendrier, mais voilà, je sais pas, en tout cas, il y a des auteurs, je sais pas, je pense à... j'ai oublié leur nom, Trividic, et je ne sais pas leur combienième film c'était, qui a été montré à l'acide. Ils en ont fait beaucoup avant, et ils arrivent avec leur peut-être quatrième film, et ils le montrent pour la première fois à l'acide. Et je trouve ça super beau, moi, en fait, justement, qui est ce... ou Alain Raoust, par exemple, des cinéastes qui ont un passif, une histoire, un certain âge, et qui trouve que ça a un sens de montrer le film à l'acide, même politiquement, en fait. C'est fort. C'est pas uniquement des films de jeunes cinéastes dont ce serait le premier ou deuxième film. Voilà, l'acide, en fait, est ouvert à tout le monde. Oui, j'ai l'impression. Après, c'est normal aussi de parfois avoir un regard plus attentif sur des premiers films qui sont les plus difficiles à faire éclore. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de règles. Et encore une fois, ça rejoint le début de la discussion, vu la situation, vu voilà, la nécessité pour des cinéastes d'être exposés. Ça devient un lieu d'exposition aussi important qu'un autre. Puis c'est aussi un endroit où il y a des cinéastes étrangers qui peuvent montrer des films qui
la possibilité pour certains cinéastes de pouvoir exporter leurs films vient aussi des festivals et de Cannes en particulier. C'est-à-dire que ça donne une vie à des films qui sont des fois dans des économies aussi très précaires, dans des conditions qui sont faits dans des conditions très particulières, où il n'y a pas une cinématographie très développée. Et voilà, l'Acide, comme d'autres sélections, mais peut-être d'une manière plus radicale, permet à des films vraiment de naître, quoi. Justement, là, c'est l'exemple, parce que ce début de semaine, on était avec vous, et vendredi et samedi, on aura Raed Andoni, qui est un cinéaste palestinien, dont Fix Me est un film qui a été soutenu justement par l'Acide. On commence et on termine la semaine sous l'aile, si je puis dire, de l'Acide. Et pardon, je reviens là sur la sélection. Du coup, c'est un comité de 13 personnes qui était au festival de l'année précédente. Pas toutes, mais en grande partie. Voilà, il y a aussi des personnes qui... Mais du coup, cette sélection, elle est débattue aussi avec l'ensemble en fait de l'association, ou pas du tout. Ou c'est du coup là, c'est le comité et qui en assume la pleine responsabilité, mais il n'y a pas ensuite à défendre auprès des autres membres. Non, pas des 90, autrement ça serait compliqué, mais c'est comme un comité de sélection à la quinzaine où ils sont moins nombreux pour le coup, la quinzaine des réalisateurs ou l'officiel, donc ils jouent le rôle de sélectionneur de la même manière, quoi. Ok, si vous avez des questions peut-être ouais. Ils peuvent être achetés après coup. Bien sûr, s'ils sont Arte achète des films qui sont finis. C'est-à-dire que Arte peut coproduire un film, faire un préachat. Ça vient avant dans le financement du film. Et la plupart du temps, quand ce sont des films qui passent par l'Acide, ils peuvent être achetés par la suite. Ou même, je me demande si le film, justement, L'Angle Mort, c'était pas un film qui avait été préacheté par Arte, c'est possible aussi. Il y a des films qui sont... oui, ça n'empêche pas. Il y a beaucoup de films qui sortent en salle et qui ont des financements de télé. Il y a beaucoup de films qui sortent sur Arte TV, par exemple, ou Arte Replay, et qu'on n'a pas vu en salle. Oui, ça doit arriver, mais là c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que les films qui sortent en salle peuvent être achetés par Arte, soit en amont, soit après coup, ou par Netflix. Netflix, c'est peut-être plus rare que les films dans cet esprit-là soient achetés par Netflix. Je pense que moi, ça m'est arrivé en fait, bizarrement, avec Le Voyage au Groenland. Il a été alors, c'était particulier parce que grâce à l'Acide, il a été vu à l'Acide et par une personne de Netflix, et il a acheté 3 films cette année-là. C'était la première fois, je crois, qu'ils achetaient des films. Un film qui était à la quinzaine de réalisateurs, un film qui était en officiel, et Le Voyage au Groenland. Et nous, on avait justement, le film était préacheté par une chaîne de télé, et donc Netflix a voulu racheter tous les droits du film, et donc nous demandait de rembourser notre engagement auprès de la chaîne de télé, ce qu'on a refusé. Et donc on a sorti le territoire français de l'achat de Netflix pour pouvoir l'exploiter en France, parce que en fait ce que demandait Netflix avec ses grosses pattes, c'est de garder tous les mandats en fait pour le film, c'est-à-dire qu'il m'interdisait même de sortir le film en salle en fait. Et donc ça s'est décidé, je m'en souviendrai très bien, enfin c'est pas moi qui étais au téléphone mais mon producteur, ça s'est décidé en une nuit parce qu'ils avaient une réunion le lendemain matin avec le décalage horaire au téléphone pendant 6 heures de conversation, parce que c'était le début de Netflix, et on a réussi à dealer de le vendre dans les autres territoires. Donc il existe dans le monde entier sur Netflix sauf en France. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez un peu tout... Oui, vas-y Manu. Vous parliez il y a une projection mensuelle, c'est ça, sur Paris elle a lieu où cette projection Ça a lieu pour l'instant aux Ateliers Varan, qui est un endroit qui se trouve vers le Père-Lachaise, par là.
où il y a des formations aussi de documentaristes. Donc il y a une salle de projection qui est intéressante, mais ils cherchent un autre lieu là. Je sais que c'est dans les tuyaux un peu. Voilà. Et la deuxième question, il y a un effet acide sur les entrées salles. Vous avez pu constater que le fait que ce soit sous l'aile de l'acide crée quand même. Ah bah, oui, je pense. Oui, parce que, enfin, bon, les films exposés à Cannes, oui, de manière. Et les autres, ben, par ricochet, vu que la ciné accompagne, elle permet au film de rencontrer un public et donc de faire des entrées. Euh, voilà, après, encore une fois, la période qu'on vit aujourd'hui, elle est compliquée. Et voilà, il y a des films mais c'est le cas même des films qui sont. Aujourd'hui, il y a des films qui ont été à Cannes, qui font de distributeurs comme Pyramide ou même Le Pacte, qui font 10 000 entrées en fin de carrière, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, faisaient au minimum 50 000 entrées. C'était un échec pour eux. Et là, on voit aujourd'hui fréquemment des grands distributeurs très puissants qui engagent énormément d'argent sur le marketing du film, qui font 7 000, 8 000 entrées. Voilà. Et bon, heureusement, il y a des surprises, il y a encore quelques bonnes surprises, mais il y a aussi ça qui. Donc c'est très difficile de répondre à votre question aujourd'hui, en fait. Mais à l'époque, en tout cas, moi, j'ai diffusé mes films. Sans l'acide, j'aurais jamais fait les entrées que j'ai fait, ça c'est sûr. De toute manière, comme c'est aussi le volume des spectateurs dans les cinémas de province, évidemment, même si c'est pas aussi important qu'au moment de la sortie réelle, ça reste quand même quelque chose de très sensible, quoi. Quelle que soit la place que le film ait eu, soit à Cannes, soit dans une programmation plus classique. Il y a beaucoup plus de personnes finalement qui voient le film que s'il était sorti sans l'acide, quoi. Après, ça va vraiment dépendre des exploitants et de leurs convictions aussi. Ce qui a un peu été mis à mal aussi ces derniers temps. Et heureusement, voilà. Mais pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus. Il y en a qui ont un peu renoncé aussi. Et heureusement, il y en a qui sont toujours aussi combatifs et qui vont défendre un film simplement parce qu'ils l'aiment. Et un exploitant d'une salle de province, on dit pas province. De région en région, on dit, voilà, vieille école. C'est bien la même chose. Hein. Oui. Toutes les semaines, il a choisi entre 15 ou 20 films et il y en a qui combattent pour prendre un film acide au détriment d'un plus gros distributeur et c'est tout à leur honneur, quoi. Heureusement qu'il y en a qui continuent à faire ça. Donc oui, le label acide quand même. En tout cas, pour beaucoup d'exploitants, ça a un sens. Les salles de la CID sont remplies d'exploitants, en fait. C'est ça qui est. Pendant Cannes, ouais. C'est assez fou, hein, de voir que c'est vraiment des salles très très remplies, quoi. Ouais. Parce que ça intéresse aussi beaucoup, parce qu'il y a un public qui cherche cette diversité de propositions. Et que c'est encore une fois dans la salle que ça se passe, quoi. Diversité et singularité. Diversité parce que justement, l'ACID propose des choses quand même très variées et singularité parce que ce qu'on retrouve quand même, on va dire dans les, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, disons dans le catalogue ACID, c'est quand même cette idée toujours d'œuvre singulière ou d'un regard qui est singulier. On est quand même toujours dans on est quand même toujours amené à regarder. Quand on voit que c'est un film qui est soutenu par l'ACID, on se dit bon voilà, je vais peut-être découvrir quelque chose, ou je vais découvrir quelqu'un. Il y a aussi cette appétence qui vient après pour les spectateurs. Les exploitants, ce sont les premiers spectateurs, hein, de toute façon, quoi. Quand on aime le cinéma, on aime bien être un petit peu un peu chahuté, un peu voilà, et puis un peu retourné au niveau de l'émotion ou de ce que le cinéma peut proposer toujours de nouveau, quoi. Ça fait quand même plus d'un siècle et
On se dit, il y a encore des manières, des manières de raconter une histoire qui peuvent nous étonner, malgré tous les films qu'on a pu voir et que l'histoire a pu produire. Oui, oui, complètement. Je souscris. Après, voilà, heureusement, il n'y a pas qu'à l'Acide qui a des films mais oui, en tout cas, enfin, les gens les cinéastes de l'Acide sont sensibles à ça. Et après, c'est très difficile parce que il y a, comment dire, c'est très subjectif aussi, en fait, hein, l'expérience de spectateur face à un film, mais je crois que oui, la chose en commun de ces films, c'est qu'ils laissent la place au spectateur. Voilà, dans les interstices du film, il y a une place pour un regard, quoi. Même au niveau des acteurs, d'ailleurs. Oui. Hein, peut-être que c'est pas toujours les mêmes. Parce que C'est vrai. dans le cinéma, c'est un peu toujours les mêmes acteurs. Hein. Et, c'est vrai qu'on est content de découvrir des nouvelles têtes et des acteurs qui sont très bien. Ouais, mais ça aussi, c'est le courage de certains cinéastes de le faire, parce qu'aujourd'hui, décider de ne pas prendre un comédien connu, c'est quasiment se tirer une balle dans le pied. C'est dramatique, mais on en est là, quoi. En fait, tous les financements se font sur les comédiens, en fait. Donc, enfin, tous les financements, oui, enfin, on peut dire ça aujourd'hui, hein. Enfin, sauf, a priori, l'avance sur recette du CNC qui n'est pas censé prendre en compte ça, ce qui est discutable aussi. Voilà, mais en tout cas, les chaînes de télévision, les distributeurs, ils ne s'engageront pas sur même s'ils aiment le scénario, sur un inconnu, quoi. Ou pour des premiers films, éventuellement, parce que les distributeurs aussi ont des aides du CNC ce qui est normal et vachement bien pour les premiers films, pour les premiers films. Donc ils peuvent prendre ce risque-là. Mais des auteurs qui ont 2 ou 3 films derrière eux, qui viennent avec un inconnu, il sera même pas lu, quoi. Oui, c'est dommage. C'est vraiment un drame, ça. Comment, du coup, comme tu parlais tout à l'heure de la difficulté de retrouver la salle, donc bon, on est bien placé pour le savoir, hein, nous tous aussi ici. Comment ça se passe là au niveau de la production? Du coup, est-ce qu'il y a, enfin, il y a un impact, post-Covid ou plus de frilosité, je sais pas, est-ce que vous avez un sentiment, même si je pense, enfin, ça peut toujours, enfin, les choses évoluent toujours, mais aujourd'hui par rapport peut-être à vos propres projets ou par rapport à des collègues, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'on demande plus de garanties, c'est-à-dire de garanties, par exemple, d'avoir des acteurs bankable plutôt que, ou à l'inverse, est-ce que aussi il peut y avoir un effet inverse et se dire bon ben quitte à se retrouver dans une situation qui est un peu délicate, peut-être partir sur des projets moins onéreux, peut-être faire des paris, tenter le coup. Je sais pas, je pose la question parce que je me dis les deux possibles. Il peut y avoir la frilosité et puis il peut y avoir aussi l'autre côté aussi de producteurs qui se disent bon ben vu la situation, ben pourquoi pas quoi. S'il faut redémarrer, de tenter des coups. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse entre des films à vraiment petit budget, qui se produisent quand même, et puis les films à très gros budget. C'est-à-dire qu'on voit là qu'il y a des films en France qui captent toutes les ressources des chaînes, quoi, parce ils savent qu'il va y avoir les chaînes savent qu'il va y avoir une exposition importante, parce que là, je sais pas, le film Les Trois Mousquetaires, je sais pas si c'est pas 60 millions d'euros ou 70 millions d'euros, c'est énorme. Et il y a des productions qui se mettent à produire en dehors des règles habituelles de financement des films, qui font des films à moins d'1 million, donc qui sont hors convention, je dirais. Donc c'est voilà, les films qui se faisaient d'une manière un peu plus facile, je dirais, autour de 3 à 4 millions, c'est beaucoup plus compliqué maintenant,
parce que ces films-là ne font plus les entrées qu'ils faisaient en salle. Donc forcément, ça a un impact sur le mode de production, où les producteurs vont plus soit aller vers des modes de production plus légers, soit au contraire se lancer dans des aventures un peu pharaoniques, quoi. Et c'est là où peut-être on peut trouver une place en essayant d'adapter plus ou moins les scénarios, les tournages à une économie plus petite. Après, c'est pas tout le temps évident. Moi, pour le projet que j'ai, le prochain, c'est pas en France, c'est à Berlin. C'est un film de nuit. Ça coûte quand même plus cher que le précédent. Voilà, il faut réussir avec des coproductions à trouver de l'argent ailleurs que là où il n'est plus tellement en France, quoi. Et c'est pas garanti parce que c'est aussi de l'argent public qui doit se trouver ailleurs. Il y a des commissions, il y a des voilà, c'est pas du tout gagné. Et en même temps, les instances décisionnaires en France, comme le CNC, orientent aussi leur choix maintenant vers des films qui ont plus de chances d'être vus, d'être en salle, parce qu'ils se disent qu'il y a des films qui vont peut-être pas trouver les financements quand ils dotent un film de 300 ou 400 000 euros, si le film se fait pas finalement parce que le reste du budget n'a pas été trouvé, voilà, ça empêche certains films de pouvoir se faire. Donc le risque qu'ils prenaient avant, ils le prennent beaucoup moins, quoi. Parce qu'il y a des films qui se font moins facilement. Donc voilà, ça a un impact aussi là-dessus. C'est-à-dire que ça recentre vers des films qui sont beaucoup plus, je dirais, conventionnels, quoi. Voilà, même dans le financement public. Sébastien, Oui, mais en tout cas... pour répondre au début de ta question, on n'en est pas au moment où les producteurs renversent la table en disant on va tout réinventer. Ils sont pas du tout dans cette position-là, malheureusement, quoi, parce que le producteur, c'est jamais lui qui a l'argent, quoi, et c'est lui qui va le chercher, et lui il a des interlocuteurs face à eux qui leur demandent voilà une forme de garantie. Et voilà, la fermeture des salles pendant la pandémie a fait que les distributeurs se sont retrouvés avec sur leurs étagères un nombre considérable de films à sortir, en fait, et c'était invraisemblable. Donc en fait, ça commence à s'écouler plus ou moins maintenant. Mais entre-temps, ils ont acheté d'autres films, d'autres scénarios, donc c'est reparti. Et je sais qu'il y a certains distributeurs qui, pour l'instant, ne re-signent plus de films, en fait. Ils ont trop d'engagement et ils viennent juste d'écouler les films qu'ils avaient à sortir. Donc, c'est pas encore le moment où on peut... où ils ont quitté leur frilosité, quoi. Donc voilà, mais moi je suis optimiste, d'humeur optimiste, et je me dis j'aimerais bien que quelque chose comme ça, parce que c'est intéressant ce que disait Stéphane, c'est que c'est vrai qu'il y a il y a des films qui peuvent se faire, enfin c'est pas exactement ce que tu as dit, mais c'était un peu l'idée, je crois. En fait, c'est possible de faire des films à moins d'1 million d'euros, en fait. C'est possible, c'est juste que le système ne le permet pas, n'offre pas et c'est une vraie réflexion à avoir, en fait, parce que l'argent appelle l'argent. Le système de diffusion ou même déjà de production. De production, voilà, il y a des gens qui sont capables de s'engager. Je parle à des techniciens et des comédiens pour être moins payés que sur d'autres films, juste pour la qualité du projet. Et en fait, même ça, le problème, c'est qu'on ne le laisse pas faire, en fait. Et ça, c'est peut-être la chose qui est peut-être à cet endroit qu'il y a des choses à imaginer et voilà. C'est toi, Stéphane, qui parlait je sais plus, on avait une discussion sur est-ce qu'un distributeur où il préférera avoir un film très très bien financé à 10 millions d'euros, une somme, ou faire 2 films à 5 millions, et la réponse aujourd'hui, c'est qu'il préfère faire un seul film à 10 millions. Voilà.
Et on peut descendre. Hein. Je dis ce chiffre qui est très gros, mais alors que voilà, ça pourrait même être avec ça peut être beaucoup avec une moins. somme, avec une somme moindre. Et puis il y a aussi quelque chose qui doit être réformé, vraiment, je pense, fondamentalement, c'est la concentration des sorties en salle. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont... il y a des cinémas qui sont dits d'arrêt-essai, qui projettent des films qui ont le label arrêt-essai, mais qui sont comme, je ne sais pas, Dumbo, par exemple, de Tim Burton, qui est un film qui est sorti, quand il est sorti, il a pris 50% des séances parisiennes. 50%. Il y avait une séance sur 2 qui était pour Dumbo. Et il est labellisé arrêt-essai. Donc ces questions-là sont quand même importantes parce que ça veut dire qu'il y a des cinémas qui sont subventionnés pour être dans le marché le plus agressif, quoi. Donc, et il y a des règles qui peuvent être instituées par le CNC et qui peuvent aussi être négociées auprès des distributeurs, auprès des exploitants, pour qu'il y ait une régulation des sorties. On dit toujours il y a trop de films, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. C'est toujours les mêmes qu'on voit dans toutes les salles et dans toutes les séances, mais il n'y a pas trop de films. On peut tout à fait s'organiser pour que il y ait par exemple, il y a des distributeurs qui imposent que leurs films soient du début de la matinée jusqu'au soir dans le même cinéma. Il y a des cinémas qui arrivent à déroger à ça et qui peuvent passer un film à 22h, un film qui serait plus pour des adultes, alors que certains distributeurs veulent qu'un film pour enfants soit projeté à 22h, alors que personne n'est dans la salle. Donc il y a vraiment des questions comme ça de trust, d'une certaine manière, de pouvoir... Ouais, ce que tu dis, c'était très intéressant. Et c'est vraiment du chantage. Certains distributeurs disent à un exploitant, donc l'exploitant, il a tout intérêt à prendre... Enfin, il a tout intérêt, moi je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais à prendre Dumbo parce qu'il va faire des entrées. Et donc le distributeur va imposer à l'exploitant de faire toutes les séances, et sinon il lui donne pas. Donc l'exploitant se retrouve obligé de céder, et forcément c'est au détriment d'autres films à côté. Mais c'est toutes ces questions pour lesquelles l'ACID lutte, en fait, comme la double copie, par exemple, dans une ville comme Lyon, Bordeaux, Toulouse. Il y a des salles d'arrêt d'essai qui prennent un film qui existe aussi au Gaumont, qui est aussi à l'UGC de la ville, et c'est incompréhensible, en fait. Voilà. Alors que là, il y a vraiment quelque chose à agir, et il y a de la place à trouver, pour d'autres films, plutôt que de prendre cela. Mais de la même manière, c'est quelque chose qui me pose question, et vraiment depuis l'arrivée du numérique sur ces questions finalement, d'exploitation. C'est-à-dire qu'en gros, avec le numérique, on a dit bon, il n'y a plus de copies. Donc en fait, un film qui sort, il peut être visible partout sur le territoire au même moment. Il n'y a plus cette question de la circulation de copies comme il y avait quand on était sur du 35. Et donc avec des copies 35, soit c'est un gros film et un budget, on va tirer énormément de copies, ou si c'est un film plus petit, il y aura, je sais pas, s'il y a une dizaine ou une vingtaine de copies. Bon, mais il faut que les films ils puissent circuler sur le territoire. Et donc il y avait les premières exclusivités, deuxième exclusivité, et ainsi de suite, quoi. Ce qui fait que plus on est reculé géographiquement, plus le film va arriver tardivement. Or, le numérique, en fait, il permet de se débarrasser de cette contrainte-là, quoi. Mais dans les faits, c'est pas le cas. En fait, dans les faits, on est toujours dans le système de distribution, on est toujours sur c'est ce que tu disais, sur ce système, en fait, de quelque part de première exclusivité. Et encore, c'est à qui va prendre, à quelle salle va prendre mon film le temps le plus de semaines, et combien de séances par jour, et etc. Et du coup, on ne laissera pas à une autre salle qui serait un mono-écran, par exemple, qui peut pas se permettre de passer le même film toute la journée. Ça, c'est une espèce d'aberration. Je comprends pas qu'on soit encore sur ce même système d'exploitation, alors que l'outil numérique permet justement de s'en affranchir. C'est très curieux. Oui, je sais pas. Alors, pardon. C'est des films qui
on Il est faut être bien vraiment d'accord. sur le coup aujourd'hui pour voir des films Ouais. ouais, dans les salles. Ouais. Tom, tu voulais dire? Est-ce que l'association ACID soutient aussi des courts-métrages ou c'est spécifiquement sur les longs? Non, c'est que des longs. Et comme c'est pour la diffusion, je vois ACID pour sa diffusion, sous-entendu en salle, hein, est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation chez les gens d'ACID d'avoir leur circuit propre? Tu veux dire des salles en fait, d'avoir comme il y a le Gaumont, enfin ou je ne sais pas, enfin des Un circuit propre à eux qui soit à l'abri de la prédation commerciale. Je suis pas certain en fait que ça soit non, je sais pas du tout hein, non, non, mais je suis pas certain que ça soit quelque chose qui a été vraiment envisagé. Parce que je pense que c'est aussi l'idée de continuer à solliciter les salles existantes, les volontés, les énergies d'exploitants, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont très, très, très motrices dans cette circulation des films, et que jusqu'à maintenant, le réseau est très, très fort, quoi. Et que si effectivement ils se rendaient compte qu'il y a plein d'exploitants qui décident de ne plus le faire, de ne plus adhérer, parce qu'il y a aussi des exploitants qui adhèrent à l'ACID, qui sont des partenaires qui participent je dirais, au fonctionnement de l'ACID. Mais c'est pas le cas en fait. Il y a toujours pas mal d'exploitants qui continuent à se dire bon, on va présenter ces films-là parce qu'ils comptent pour le cinéma, quoi. Et Un chiffre par rapport au nombre d'exploitants qu'il y a en France, surtout en province. je me demande s'il n'y a pas. Je sais pas non plus, mais c'est beaucoup en fait. Enfin, la plupart des salles importantes, enfin l'ABC par exemple, enfin ces salles-là sont adhérentes à CID. Enfin, la plupart des bonnes salles hors circuit sont adhérentes à CID. Je sais pas le nombre, mais c'est énorme. Ouais. Donc oui, enfin, pour répondre à votre question, je pense que la question s'est jamais vraiment posée parce que je pense que quand elle a été créée il y a 30 ans, c'était pour venir aussi en aide aux exploitants. Enfin, c'était un mouvement collectif et d'association avec les salles, quoi. Moi je dis ça parce que moi mon sentiment, mais je pense que vous avez une meilleure vue que moi, c'est qu'il y a des exploitants qui ont abandonné. En fait. Ce qui n'existait pas il y a 30 C'est vrai. ans. Et c'est aussi à l'ACID de proposer, d'une certaine manière, des animations qui permettent aux exploitants de ne pas abandonner complètement l'esprit de... Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus maintenant. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un module qui n'existait pas il y a encore quelques années, qui s'appelle l'ACID Pop, où dans plusieurs salles de cinéma, un film au cours de sa vie d'exploitation va être présenté par le réalisateur et un ami cinéaste. Ils vont élaborer toute une discussion autour de références, je dirais, d'échos que le film peut avoir par ailleurs avec une cinéphilie. Donc il y a des extraits d'autres films qui sont montrés. Il y a une discussion avant la projection du film qui se base sur des références, sur des thématiques que le film aborde et qui sont qu'on peut retrouver dans d'autres films. Et il y a un débat ensuite. Voilà, donc ça, c'est des modules qui sont très riches, très vivants et qui se développent en fait. Et je pense que c'est ce genre de module qui a fait que le CNC a compris que la salle pouvait continuer à être vraiment intéressante s'il y avait alors on dit l'éducation à l'image ou ce genre de choses qui était amenée par des associations telles que l'ACID, et que les salles sont pleines hein, en fait quand il y a ce genre de présentation, quoi. Et alors ça demande du travail, de l'énergie, de l'équipe, des cinéastes qui sont adhérents. C'est un vrai, un vrai travail, mais ça a des effets très très clairs, quoi, très très visibles. Est-ce que je t'en passe et je sais pas, j'aimerais bien quand même
vous écoutez aussi un petit peu parler peut-être un peu chacun de votre cinéma. Est-ce que j'ai repensé tout à l'heure Vif Argent je veux dire un film de fantôme. Ton premier film qui était pas acide, c'est Nuage. Ouais. C'est aussi un film. Un film de fantôme, dans le Oui, sens on peut film dire. de traces, de mémoire, et je me suis rendu compte comme ça en fait que vous aviez tous les deux finalement peut-être je sais pas, cet atome là qui est aussi celui de la mémoire, de la trace. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà discuté entre vous, même C'est ou la pas, première fois qu'on se ou pas, rencontre ou pas du tout. à l'occasion de Ah oui la Cinémathèque. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Ah. Donc, moi, j'avais vu le film de Stéphane, évidemment. Mais voilà, mais on se connaissait sans se connaître. Ah. Mais donc, oui, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, enfin, oui, sur le fantôme, enfin, sur les liens entre nos films, qui, oui, moi, je sens des affinités intellectuelles, artistiques, formelles aussi. Voilà. Et c'est vrai que la question du revenant est comment dire, est commune et représente quelque chose dans l'histoire du cinéma et qu'on est, je pense, tous les deux sensibles voilà, à cette thèse sur laquelle le cinéma, c'est aussi filmer des fantômes, quoi, en fait. Enfin, s'il y a un endroit où les fantômes peuvent se montrer, c'est face à une caméra. Donc Je crois qu'il y a une chose aussi qui est voilà, de ce que je connais de ton cinéma et qui me touche aussi, c'est la forte présence du documentaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de conjuguer à la fois des choses qui sont presque, je dirais, un peu mythologiques, et quelque chose qui vient vraiment du présent, du réel, de l'ère du temps. Là, on parlait justement, après avoir revu Deux automnes, trois hivers, tu me disais, ah oui, on sent vraiment quelque chose qui s'est inscrit dans le film de l'époque. Et je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les deux, cette chose-là, comme on peut le sentir, je ne sais pas moi, des références qui peuvent paraître très très hétéroclites, mais autant Eustache, et je pense que quand on voit les discussions que peuvent avoir tes personnages dans le film, on peut imaginer qu'il y a aussi qu'on est nourri par cette même influence. Et il y a néanmoins l'envie que le réel s'impose d'une certaine manière. Plus que l'idée d'une représentation réaliste, c'est plus d'essayer de trouver un cadre, un dispositif pour que le réel puisse apparaître. Et quand tu parles de Jeanne Green ou de Bresson, il y a aussi cette idée-là, c'est que le réel apparaisse dans un cadre qui n'est pas tout à fait réaliste. Et le monde fantastique, en fait, permet ça aussi. C'est-à-dire que le petit décalage, que ça soit dans le récit, que ça soit dans la forme, et même dans le jeu des acteurs, je dirais, il y a une chose qui permet que par ce décalage, qu'on sente s'inscrire une chose réelle, alors que le reste ne l'est pas, quoi. Et je pense par exemple aux effets là qu'on voit dans Deux automnes, trois hivers, des effets vraiment artisanaux de cinéma, des effets spéciaux de transparence qui sont vraiment comme chez Méliès, où c'est quelque chose qui moi aussi m'a vraiment intéressé de travailler. C'est à quel moment? Pardon, parce que là j'ai pas. C'est dans le rêve, avec le père, il y a sa main qui la sortie apparaît. du corps, ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi, d'un retour à que tu fais aussi dans Vif Argent. Voilà, tout à fait. Le même effet transparence. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que quelque part la croyance n'a pas besoin d'être absolument étayée par un réalisme. Oui. C'est plus par l'envie de. Il faut que le cinéma, le film, donne envie suffisamment de croire à ce qu'il présente. Et que et plus peut-être la chose est grosse et
est artificielle, plus l'envie peut-être est prégnante, quoi. Je sais pas où la croyance ne s'appuie pas forcément sur, comme on peut le voir dans tous les films ultra sophistiqués sur les effets spéciaux, mais simplement le fait que les personnages, ce qui est assez flagrant dans ton film, les personnages parlent au spectateur, et c'est pas pour ça on ne se dit pas qu'on arrive à croire à leur histoire. Et comme voilà, depuis la nouvelle vague, et même avant, sans doute qu'il y a plein d'exemples, où le fait que ça soit que l'artifice du cinéma soit mis en avant, n'empêche pas qu'on croit à ce qui se passe ou qu'on ait envie d'y croire. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun dans cette envie-là de raconter des histoires, des fictions à partir de cette envie de présence, quoi. Oui, à partir du réel, quoi, et finalement de le rendre palpable, quoi. C'est-à-dire que le réel peut surgir d'un dispositif, mais il sera jamais dans une forme de réalisme poussé qui serait que du vraisemblable. Par exemple, avec les effets spéciaux aujourd'hui, où on est juste dans le vraisemblable, mais il y a plus rien vraiment du réel. Alors qu'on peut retrouver là, en tout cas dans les deux films, mais pareil avec le voyage aussi, quoi. Puisque le voyage, on est même encore peut-être plus dans ce dispositif qui est presque du documentaire. Oui, c'est l'idée aussi que des objets hybrides peuvent produire des œuvres formellement intéressantes. En fait, c'est étrange parce que je reviens aussi de certaines choses parce que c'est des films qui commencent à dater, mais que je ne remets pas du tout en question, que je les aime profondément, ils font partie de moi, et voilà, mais chaque film a son histoire aussi. Par exemple, j'ai fini un film qui devrait sortir à l'automne, qui est assez proche de ces deux films, dans des partis pris formels, antinaturalistes, et dans une comédie totalement assumée, plus que jamais, en fait. Et c'est des films qui sont des aventures formelles, quoi, pour aller très très vite. Et le film que je suis en train de finir d'écrire, dans le scénario que je suis en train de finir d'écrire, qui sera le prochain, j'espère, revient à quelque chose d'une ligne claire, absolument simple. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de retourner à ça, en fait, quelque chose qui n'a pas besoin d'artifice, mais qui n'est pas non plus un film naturaliste. Et voilà, et en ça, le voyage au Groenland, effectivement, je me souviens très bien quand j'ai fait le voyage au Groenland, qui est une proposition, voilà, j'en ai déjà parlé, mais qui a été précédé par 2 autres films. C'est pas un film qui est c'est un film qui a eu une maturation très particulière, mais quand j'écrivais le scénario, je sais que malgré cet apport du documentaire très fort, pour moi ma référence, c'était la ligne claire, en fait. Comme on parle de ligne claire en bande dessinée, c'est-à-dire que tout soit absolument limpide, en fait, alors que je sortais d'un film comme j'avais tourné juste avant Marie et le naufragé ou Deux dans 3 hivers, qui sont des films absolument pas ligne claire, qui sont des films presque je parlais beaucoup de références pour 2 automnes, par exemple, d'Alain Resnais, quoi, des films de bricoleurs, quoi, en fait. Voilà, donc en fait, j'ai pas, chaque film est une aventure, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Après, voilà, les Braves, mon prochain film, doit beaucoup à ces films précédents, mais ils sont à chaque fois, les procédés sont remis en question, et je pense que Stéphane pourra aussi peut-être parler de son prochain film et son prochain projet par rapport à Vif Argent. C'est toujours des questions de continuité ou d'opposition, en fait. Oui, en fait, le Vif Argent est parti vraiment du documentaire. C'est étrange de dire ça, mais parce que le film est un film très fictionnel, très, je dirais, oui, c'est pas un film de genre complètement, parce que
il est décalé par rapport au code, mais c'est parti de rencontres que j'ai fait dans mon travail de directeur de casting avec des personnes qui me racontaient des souvenirs. Donc ça a été le départ vraiment de la construction du scénario, c'était ces souvenirs qu'on m'a racontés, que j'ai retranscrits mot pour mot. Et ensuite, l'idée du personnage qui est celui qui reçoit ses souvenirs, pensant que j'étais moi aussi dans une sorte de retrait à ce moment-là, dans l'écoute, m'est venue l'idée du passeur, du personnage qui fait aller d'un monde à l'autre à travers ça. Mais la base, c'était ça, c'était le documentaire. Et là, dans le prochain film, je dirais que c'est presque la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai transformé, mais il y a aussi une base comme ça qui est très de retranscription, je dirais, du réel, des situations, qui après prennent un tour vraiment très romancé, très lyrique, mais le point de départ, c'est ça. Alors c'est vrai que je me suis pas dit, je vais changer... je me suis pas dit je vais changer ma manière de voir ou ça s'est imposé. Voilà, c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, Le Vif Argent, je me suis pas dit tout de suite ce film, il faut absolument que je le raconte. C'est parce que j'avais fait un premier film qui était un documentaire et qui avait eu un prix, etc. Donc mes producteurs m'ont dit ben, c'est quoi que tu fais après? Et donc je suis parti de cette recherche-là. Et puis petit à petit, c'est devenu très nécessaire parce que ça racontait des choses très intimes. Et là, au contraire, j'ai eu besoin d'écrire ce scénario sans pouvoir m'en empêcher, je dirais. Et puis petit à petit, il y a une forme qui se trouve. Mais c'est vrai que j'avais pas eu envie tout de suite de me dire je vais faire une autre chose que ce que j'avais fait. Mais dans les faits, ça sera très différent parce que le travail sur le jeu d'acteur et sur le récit est très différent, beaucoup plus... oui, c'est beaucoup plus développé, je dirais, sur les relations des personnages que dans Vif Argent, où c'est plus des éclats, quoi, une espèce de côté un peu touffu, d'ailleurs, qui peut plus correspondre à Deux automnes, trois hivers, voilà. Oui, c'est vrai que... Mais du coup, quand tu parles d'un rapport documentaire, c'est plutôt à l'écriture, mais après dans la mise en scène, il y a aussi il y a aussi cette je sais pas cette mise en situation. Par exemple, il y a des scènes il y a des scènes de foule. Oui, c'est pris à la volée. C'est pris, voilà, ce que je voulais te demander, c'est pas du tout, c'est pas des figurants là qui, en fait, voilà, quand on est dans la rue, il y a les deux comédiens et le reste, en fait, c'est des gens qui passent. D'ailleurs, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a un moment où on voit quelqu'un qui rentre dans le cadre et qui en ressort aussitôt, qui va finir par passer. Ah oui, bien sûr, c'est des plans qui sont volés. Voilà, j'avais envie justement que ça s'inscrive dans le film, cette vie-là. Et il y a d'autres plans qui sont absolument construits avec des effets spéciaux très compliqués, artisanaux, hein, mais qui sont avec des machines, etc. Donc tout était très varié en fait. Et je pense que c'est un peu la même chose pour ton film. Oui. Moi, j'adore ça au cinéma quand on voit un figurant qui fait, justement, une personne dans la rue qui fait un regard caméra. J'adore. Tu parlais de ça tout à l'heure, en fait, mais c'est passionnant et c'est très dur à faire. Moi, j'y suis arrivé assez peu souvent parce que, en fait, on a besoin de croire. Il y a des codes de croyance dans la fiction. Et Alain Tanner, par exemple, dans tous ses films, il y a ça, en fait. Et c'est magnifique parce que c'est un rapport à c'est comme, enfin, ça appuie l'idée que on fait de la fiction chaque fiction s'inscrit dans le monde en fait, et que le monde il est là, il est immuable et donc ça je trouve que c'est une très belle idée en fait. Et c'est vrai qu'un Tanner, la fin de La Salamandre, justement là, quand Bilogier dans le flux, et tous les gens autour qui la regardent, qui regardent la caméra, et du coup on sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Oui, voilà, exactement. Part, et le cinéma vient dérégler quelque part ce cheminement. Effectivement, c'est.
Dans le film de Cavalier qu'on a montré aussi, il y a de ça aussi. Ouais. Toutes les scènes dans les cafés avec dans les cafés avec les ouvriers qui sont véritablement des gueules cassées. Ouais. Enfin, c'est super beau. Hein. Il prend le temps, c'est incroyable. Ouais. C'est des scènes qui sont très longues où c'est juste des histoires de regard et ils sont vraiment mis au milieu de ces gens-là dans ces salles de restaurant, Rochefort et Camille Casabianca, et c'est très beau. Comment ça rentre en contact. Oui, puis là, on voit vraiment que la scène n'est faite presque que pour ça, en fait. Ouais, Exactement. C'est la raison de la scène, c'est Ouais. de filmer ces visages. Et on voit bien aussi que Cavalier, c'est aussi un documentariste. Voilà, c'est fort, quoi. Ouais, documentariste, et puis avec ce côté même pictural, quoi. Je veux dire, les plans sont super beaux, quoi. C'est vraiment. Enfin, là, le film, on commence. Enfin, Rochefort qui est dans la restauration de tableaux. Ces plans là d'ouvriers qui ont l'air tout cassés par des années travail à l'usine, donc leur bleu de travail. Il y a vraiment la façon dont ils les cadrent. Il y a vraiment quelque chose du tableau, vraiment du tableau, quoi, je trouve. Ça pourrait presque être religieux. Mais je crois qu'il y a aussi souvent dans l'idée de filmer des personnages, il y a l'idée du portrait. Alors le récit, des fois, prend beaucoup de place, mais quand c'est pas le cas, et là, c'était dans le film de Cavalier, c'est vraiment un récit très, très, très fin, quoi, très, très ténu. C'est évidemment les visages, les corps des personnages qui prennent toute la place, et c'est aussi quelque chose qui, dans le film qu'on a vu cet après-midi, qui est vraiment aussi là, c'est qu'est-ce que c'est de filmer la parole et de filmer voilà, des visages, des corps contemporains, voilà. Et du coup, sur cette question-là, justement, comme tu en parlais par rapport à Cavalier, mais je pensais à Voyage au Groenland, c'est aussi un peu la même chose, parce que oui, il y a des scènes là, c'est aussi, je veux dire, les Inuits ils sont vraiment au centre quand même. Il y a l'histoire d'une rencontre, du coup, qui était une mise en situation. Est-ce qu'il y avait un travail préparatoire avant ou qui était très très léger pour être pour justement avoir cette c'est tout à fait spontanéité. C'est tout à fait ça. C'était très léger par obligation un peu parce que c'était un petit budget le voyage au Groenland et on pouvait pas se permettre d'aller faire des repérages là-bas. Oui. Donc je vais pas raconter l'histoire, mais bon, en tout cas on avait le frère de mon producteur vit dans ce village-là la moitié de l'année. Il est explorateur et donc il connaissait ces gens-là. Et donc j'ai fait des repérages et des castings à distance sans y être, mais en lui demandant, en l'interrogeant sur tous les gens qu'il connaissait là-bas. Et on a passé des séances, des heures et des heures à ce qu'ils me parlent d'eux, de leur personnalité. Et j'ai écrit des personnages en fonction de ce qu'ils me disaient, quoi, en fait. Et arrivé là-bas, je les découvrais pour les premières fois. Donc je leur disais, voilà, vous allez... évidemment, ils n'avaient pas lu le scénario. Ils étaient... donc ils savaient par Nicolas, le frère de mon producteur, ils savaient qu'on allait faire un film ensemble. Mais voilà, ils n'avaient jamais fait ça et et ce qui était très beau et très troublant, c'est comme quoi ils sont devenus tout de suite des personnages, quoi, en fait. Et pour eux, c'était du jeu au sens le plus enfantin et primaire du mot, quoi, en fait. Voilà. Donc après, oui, il y a des scènes par rapport à ce qu'on disait, des scènes documentaires dans le film. La scène, par exemple, où il y a cette réception le jour de leur arrivée dans la salle des fêtes. En fait, on a fait une vraie fête pour notre arrivée. Et c'est dans cette fête qu'on a ce qu'ils font normalement, ce qu'ils auraient fait normalement. Ils ont donné du phoque à manger aux comédiens. Mais ça, je l'avais prévu, mais il fallait réinstaller la situation. Donc, c'est des situations qu'on réinstalle, mais ça reste complètement de la fiction. Mais du coup, elle n'a pas été rejouée. C'est-à-dire, ce moment-là n'a pas eu lieu. Enfin, c'est la réception d'arriver et après de se dire, bon, ok, maintenant on l'a refait pour le film. Non, en fait, ça a été la vraie réception. C'est la vraie, ouais. voilà. Ouais.
C'était la vraie réception et donc il fallait être là, prêt. C'est pour ça que c'est la seule fois que j'ai tourné un film avec 2 caméras. En fait, parce qu'il y avait, on pouvait rien, il y avait, enfin, il y avait beaucoup de prises dans les scènes qui concernaient les Thomas ou les Thomas avec Oli Adam, qui sont vraiment des comédiens pour moi dans le film, mais des scènes de groupe comme celle-ci par exemple, ou la deuxième scène quand le chasseur d'ours revient, c'est des scènes qu'on pouvait faire qu'une seule fois, donc il fallait se couvrir et donc avoir deux axes pour pouvoir être sûr de ne pas perdre ces moments-là. Il fallait pouvoir enregistrer ces moments-là. Et ce que j'adore, voilà, c'était ça dont on parlait tout à l'heure, c'est de confronter des comédiens, Thomas Blanchard et Thomas Simeka, à des situations complètement réalistes, quoi, de documentaire. Ouais. François, tu voulais dire quelque chose? Non. Ah, je croyais, pardon. Il reste, l'écart, on a encore un petit, peut-être un petit quart d'heure, pardon, excusez-moi. Encore un petit quart d'heure là pour revenir peut-être sur le côté aussi le côté plastique, puisque enfin on en parlait là avec justement avec le film d'Alain Cavalier que tu présentais hier, ce rapport je veux dire, ce rapport à peut-être à l'art, à la lumière, au cadre. Je ne sais pas si c'est juste le côté pictural, mais c'est peut-être même plus. C'est quelque chose qui est quand même, il me semble aussi, qui est commun à tous les deux. Peut-être de façon différente, il me semble. Sur un côté peut-être plus... je sais pas, j'ai l'impression que du coup que le travail de lumière, mais peut-être parce que c'est plus Vif Argent, c'est peut-être plus un film de nuit. Je sais pas, moi j'ai plus le souvenir vraiment de nuit, un côté un peu néon, un travail comme ça de lumière qui est assez particulier. Et Sébastien aussi de ton côté, en fait, t'as fait les Beaux-Arts. Avant de faire du cinéma, et c'est quelque chose qui est aussi qui est assez qui est présent par les mots, quand même oui, c'est ça, parce que dans Deux automnes, c'est mais par contre on voit pas du tout leur création, si je me rappelle bien. Non. Mais ils sont anciens étudiants aux Beaux-Arts, donc ils ne créent plus. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est présent. Est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de ce rapport ce rapport à l'art, je veux dire, hors cinéma? Je sais pas si moi j'ai réfléchi tellement en termes de références comme ça, un petit peu, si j'ai montré à la chef-op des images d'autres films qui m'avaient intéressé, en particulier sur des choses de contraste par exemple. Et je retrouve un peu aussi dans Deux automnes, trois hivers, cette envie de travailler des matières un peu différentes. Là, dans le mien, c'était de passer, par exemple, d'une scène nocturne de feu à une scène dans la neige en pleine lumière. C'est des choses qui ne sont pas forcément des choses de montage, mais qui sont déjà des choses de conception plastique du film, de sa forme. Et il y avait l'idée d'une évolution aussi, de quelque chose qui serait d'une certaine manière assez... accessible d'un point de vue de la croyance au début, c'est-à-dire une image très documentaire, et puis petit à petit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus onirique. Voilà, donc ça c'était des grandes lignes comme ça, mais ça crée, comme évidemment c'est des choses très diverses, très variées, ça crée ce sentiment de film un peu touffu, un peu comme tu disais le mot patchwork, mais parce qu'il y a plein de personnages et aussi parce qu'il y a plein de textures différentes, l'eau, la matière, le feu, le canal, tout ça, et puis même dans les costumes, tout ça, c'est plutôt des choses qui se constituent au fur et à mesure des choix qu'on fait pendant la préparation, des repérages qu'on fait, et la forme apparaît, je trouve,
pour moi, en tout cas, comme ça, elle n'est pas forcément au préalable. C'est vraiment en avançant à partir de ce qui existe dans le tissu urbain, dans les éléments visuels, l'eau, voilà, l'architecture. Voilà. Et ce qu'on a travaillé principalement avec la chef opératrice Céline Boson, c'est de venir accentuer des choses qui existaient déjà. Des lumières, des couleurs qui étaient déjà dans les lieux et de venir peut-être les souligner ou les faire résonner, les faire se conjuguer, quoi. Voilà. Mais j'ai pas pensé à l'histoire de l'art avant, quoi. Voilà. C'est venu plutôt, c'est sûrement un peu inconscient, des choses qui restent de ce qu'on a vu et puis c'est surtout un travail collectif, quoi. Voilà, c'est des échanges et on a été vers une direction qui n'était pas envisagée forcément dès le départ, ni dans le scénario, ni dans nos discussions, quoi. Voilà. Et du coup, Sébastien, toi, oui, je pense que c'est assez proche de ce que dit Stéphane. C'est des choses qu'on verbalise pas automatiquement quand on écrit un scénario. Enfin, j'ai l'impression, et c'est des questions qui viennent au moment de la préparation, des discussions vraiment avec le chef opérateur en particulier d'image. Après, j'étais assez frappé parce que de revoir aussi 203 hivers par rapport au choix du cadre, qui pour le coup ça c'était un vrai choix, c'est-à-dire que c'est un format carré. Et je sais que là 203 hivers, tout de suite j'ai décidé ça, enfin pour le coup beaucoup en amont, parce que le carré, oui, c'est le format de peinture, quoi, le carré d'or, quoi, et que je savais que je faisais un film de portrait et qu'il y avait ces adresses caméra et que pour filmer un visage, c'est le plus logique et le plus beau, et c'est-à-dire que ça permet au regard d'être au centre. Et ce que permet aussi le format carré, je me souviens que quand je parlais beaucoup de 203 hivers, je disais que ce format-là, ce qui était assez incroyable, mais ça pour le coup je m'en suis rendu compte au tournage, même si le chef opérateur m'avait un peu prévenu, mais qu'il par rapport au format 16:9 par exemple, il impose aux comédiens de jouer très près les uns des autres, en fait. Pour que deux comédiens soient dans le cadre, il faut qu'ils soient très proches les uns des autres. Et ça influe complètement sur la mise en scène et sur la direction d'acteur, très très fortement. Et j'ai adoré ça, en fait. Et j'ai refait après un autre film dans ce format qui s'appelle Ulysse et Mona, et de la même manière parce que parce que le sujet permettait ça et je voulais retrouver ça. Et le film que j'ai fini là et qui sortira, c'est mon premier film en format scope. J'ai jamais osé le faire avant parce que le sujet ne s'y prêtait pas. Alors ça pour moi c'est des vraies questions qui ont à voir avec les beaux-arts, quoi, en fait, pour le coup. Voilà. Mais après les questions de lumière sont plus des questions je pense parce que c'est très dur de mettre des mots sur les lumières, sur une ambiance qu'on veut, et elle existe vraiment peu de temps avant le tournage, moi, enfin en tout cas en ce qui me concerne, avec le chef opérateur, quand on travaille sur le découpage, là les questions de lumière se posent, et il faut dire la vérité aussi, dans les économies dans lesquelles on est, c'est souvent des histoires de débrouille, en fait, de faire la plus belle image avec les moyens qu'on a, en fait. Donc ça veut dire parfois éclairer une scène de nuit, ça veut dire filmer un dialogue entre deux personnes de nuit, il vaut mieux qu'il soit près d'un réverbère que tout au bout de la rue obscure, quoi. Mais après, c'est très intéressant de jouer sur ça aussi, c'est-à-dire de se dire qu'un dialogue peut avoir lieu dans une pénombre quasi totale et que ça va produire quelque chose où on ne verra presque rien, on devinera juste une cigarette, par exemple. Et tu n'as pas pensé, pour le voyage au Groenland, de faire du scope, justement? Ouais, alors ça, c'était tentant. Après, c'est un format entre deux, pour le coup, je crois que c'est du 1,66. Ouais. Je sais qu'on s'est souvent posé la question, mais il y avait ce côté des icebergs aussi. Enfin, il y a pas mal de scènes où le paysage est bizarrement assez en hauteur aussi. Et voilà, donc non, je voulais pas du scope, parce que l'image, on a tourné avec des caméras, je disais avec 2 caméras. C'était très limité le choix de caméras qu'on avait, parce qu'il fallait que ce soit des caméras qui résistent au froid. Donc c'était des caméras qui venaient plutôt du documentaire. Donc je savais que la qualité d'image allait être limitée, même si le chef opérateur en fait un très beau boulot. Mais donc on a, pour la petite blague,
avant de partir en tournage, on a fait des tests dans les frigos de chez Picard, en fait. On a enfermé les caméras et le chef opérateur. Ils sont sortis tous les deux vivants. Chef op avec dans le. Non, pas pendant très longtemps, mais, Ah ouais. mais oui, parce qu'il fallait faire plusieurs tests. Et Voir s'il résiste. s'il résistait au froid, ouais. Ouais. Et donc voilà, donc je savais que l'aspect de l'image était, mais je trouve que ça correspond totalement au film aussi, mais qu'il ait ces capteurs qui prennent la lumière très fortement. Oui. Enfin voilà. Une petite question qui n'a rien à voir. Où est-ce qu'on peut le voir ce film maintenant? Est-ce qu'il existe en DVD? Oui, oui. Et le DVD, je vous le conseille parce que c'est un objet absolument incroyable. Parce que le DVD du Voyage au Groenland, vous voulez dire? Parce qu'en fait, donc il y a les 2 autres films, je ne vais pas en reparler, mais qui ont précédé ce film-là dans le DVD. Et plus, parce que le distributeur à l'époque m'exploitait énormément, on a fait tout un travail de. Alors, ils appelaient ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, truc média. Ouais, non, il y avait une web série avant qu'on parte au Groenland, qu'on a tourné avec les deux comédiens. Et il y avait, pendant qu'on était là-bas au Groenland, je tenais un journal de bord qui était filmé, où j'étais face caméra, et parfois avec certains des techniciens du film ou des comédiens, dans l'endroit où on dormait. Et pendant le tournage, il était relié, on avait un partenariat avec Télérama.fr, il était relié une fois par semaine. Donc on avait des nouvelles du tournage quasiment en direct. Et donc tout ça existe sur le DVD. Donc c'est un DVD très complet de cette expérience. Ouais. Et pardon, une dernière chose et on vous libère un petit peu avant que tu présentes ton film. Du coup, parce qu'on a parlé voilà, un peu de tout ce qui était d'abord production, puis le côté esthétique, mais j'aimerais bien revenir aussi peut-être sur le récit, parce que ce qui me frappait, c'est que tous les deux, c'est les ellipses. C'est vraiment de pas avoir peur des ellipses en fait. Et alors ça me fait vraiment plaisir. Non, je veux dire vraiment parce qu'aujourd'hui avec la série télé, c'est vraiment ou de plateforme ou que sais-je quoi, que la série et que la série ça permet de développer des personnages ou que sais-je. Moi en fait ça me fatigue, et ce que j'aime dans le cinéma et que je trouve où on a vraiment quelqu'un qui nous raconte vraiment une histoire, et ce qui fait une des forces je trouve dans le cinéma, c'est justement c'est l'art de l'ellipse quoi. C'est vraiment de choisir les bons moments, les bonnes séquences, et en fait on y est et on y croit, et on est avec les personnages, et tous les deux, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est présent. Alors sur deux automnes, 3 hivers, c'est vraiment très, dans mon souvenir, là, c'est vraiment très très présent, dans le sens où où le film annonce une période, 2 automnes, 3 hivers, donc on peut s'attendre que ce soit chapitré comme tel. Et le film est extrêmement chapitré, mais pas du tout. En fait, on ne sait pas trop. Enfin, dans mon souvenir, on ne sait pas spécialement à quel automne ou à quel hiver on est. Et que vraiment, c'est si le cinéma c'est saisir ou rendre compte d'une tranche de vie, là en fait c'est plusieurs tranches d'une vie. Et dans Vif Argent aussi, je trouve qu'il y a de ça quoi, dans le sens où on avance dans le récit. Je veux pas rien dévoiler, mais on avance dans le récit avec des trous. En plus, c'est un film justement sur la question de la mémoire et le souvenir, et en fait, on avance comme ça petit à petit avec ces trous. Et je trouve que ces trous qui sont pas des manques, hein, mais qui sont, ce que tu disais tout à l'heure, des espaces de liberté justement où le spectateur trouve sa place, et du coup aussi rentre dans le film avec le personnage. Ce que le cinéma permet, en fait, c'est d'avoir une continuité dans quelque chose qui essaye de rendre compte d'une discontinuité. C'est-à-dire que dans la vie, on peut simultanément être dans le présent et puis être habité par un souvenir.
Et le cinéma arrive à rendre ça, en fait, à rendre compte de ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus, c'est le souvenir, quand on essaye de le décrire. Alors ça, peut-être la littérature arrive bien à le faire, mais le cinéma, je pense aussi, est un des lieux où cette incarnation de ce que c'est qu'un souvenir peut exister, quoi. Et dans le film que je prévois de faire dans un an, c'est principalement autour de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des glissements de temps, de temporalité qui se font. Il y a 25 ans on ne sait plus exactement si on est dans le présent ou dans le passé. Les personnages se transforment comme ça. Et alors c'est difficile des fois à appréhender en lisant le scénario, mais je pense que c'est vraiment dans la forme du film qu'on peut trouver matière à exprimer cette chose-là, qui est le souvenir, quoi. Oui, moi j'entends très bien ce que tu dis, et après moi j'ai beaucoup de difficultés à travailler l'ellipse en fait. Alors, évidemment dans 2 automnes c'était presque le principe du film, donc c'était assez facile, mais sur un film comme Le Voyage au Groenland, il y a quelques ellipses mais qui sont assez relatifs, parce que en fait j'ai du mal à ne pas inscrire un film dans une durée qui va être aussi vécue par le spectateur. Alors, évidemment pas dans un temps réel, même si ça m'intéresserait vachement en fait. On parlait de Rivette la dernière fois, voilà, et c'est des expériences moi qui me fascinent assez justement en fait. Et j'aime bien les films qui se passent sur un temps court en fait, moi, parce que je trouve c'est compliqué de capter. Enfin, ça implique aussi un engagement des comédiens et des personnages très singulier. Et voilà. Et je dis ça aussi que je le fais aussi parce que j'arrive pas à faire autrement en fait. Mais parfois j'aurais envie, mais je suis très souvent ramené à filmer l'expérience d'un moment, quoi, en fait. Mais je suis très admiratif de cinéastes qui arrivent facilement à faire passer du temps dans l'interstice d'une coupe de montage. Je trouve ça très beau quand ça arrive, mais moi c'est un mode d'écriture qui ne va pas de soi pour moi. Ouais. Pourtant, il me semble que c'est quand même présent, même dans Le Voyage au Groenland, même si effectivement le film, il y a un début et une fin, il y a une arrivée, Oui. un départ, on est sur un temps, on va dire un temps assez court, mais dans ce temps-là, il y a un découpage du temps. Alors peut-être Oui. ellipse, c'est pas le bon terme là, et en l'occurrence, ce serait plutôt des moments plutôt de digression. Je pense par exemple à la scène avec le chasseur, quand ils arrivent, qu'ils vont prendre le café. C'est un temps en fait où il se passe rien, et en fait il se passe énormément de choses à la fois, et c'est pas une scène qui fait avancer le récit. Je veux dire mécaniquement. Oui, c'est vrai. Peut-être c'est plus digression. Ouais, oui, digression, dans ce dont tu de parles, digression c'est qui plus- arrive c'est à un plus moment ça. donné. Ouais, À un moment c'est donné, moins voilà, l'ellipse. on sort de récit. On n'est pas dans une linéarité, Ouais. même si le temps du récit, lui, par contre, est très circonscrit. Ouais, mais c'est des vraies questions pour le coup de montage en fait. Et on a tendance à dire, c'est un peu cliché, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais que le montage est une nouvelle écriture d'un film. Et là, c'est des choses sur scénario qu'on croit qui peuvent marcher. Il y en a qui marcheront, mais il y en a où c'est très bizarre comment on passe le temps au cinéma, le temps d'une histoire au cinéma. C'est très bizarre. Il y a des choses qui marchent étonnamment, des ellipses qui marchent qu'on ne pouvait pas soupçonner, qu'on découvre au montage, qu'on n'avait pas prévu dans le scénario, et qui du coup portent le récit ailleurs. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des... voilà. Moi, c'est marrant, j'ai regardé le film de Cavalier en pensant à ça, et je le trouve remarquable pour ça aussi, quoi. On en parlait tout à l'heure, mais de pouvoir se permettre des moments très très longs et qui ne sont jamais ennuyants. Et après, après une succession de scènes plus courtes, des scènes très dialoguées et d'autres absolument pas. Et ce qui va faire que la réussite d'un film, c'est cet agencement entre tous ces moments-là, quoi, en fait.
il y a beaucoup de films, et je peux citer les miens dedans, qui sont mal équilibrés, quoi, en fait. Et moi, j'ai des regrets en revoyant 2 temps 3 hivers sur certains moments que je trouve trop longs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais quand on passe du temps en montage et qu'on a le nez dedans, c'est quelque chose, des fois, il faut des mois pour se rendre compte de ça, pour éprouver un film, en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de montrer beaucoup d'étapes de montage. Enfin, moi, j'ai besoin de beaucoup d'être bousculé par des regards neufs, dont les gens qui me sont très proches et dont la vie compte énormément. Je leur montre jamais d'étapes de montage avant justement d'avoir besoin de retour pour pouvoir être sûr que les choses marchent. Et des fois, on se retrouve face à des réactions. Mais oui, mais bien sûr, ça marche pas. Et moi, je pensais que ça marchait. Je m'étais convaincu de ça. Mais je crois aussi que dès l'écriture, c'est une liberté qu'on peut s'accorder et que voilà, certains ne se l'accordent pas pour des raisons d'efficacité, mais quand tu décides qu'une scène qui n'est pas nécessaire va quand même prendre place dans le scénario, c'est un choix. Et ça, c'est aussi une question de goût, tout simplement, de films qu'on a vus et qui se permettent ça et qui te donnent envie peut-être d'aller explorer une durée, un temps qui se dilate un peu et qui te fait oublier peut-être la scène que tu as vue avant. Oui. Et les personnages qui disparaissent, par exemple, je l'ai trouvé très, très bien je ne sais pas si c'est dans le montage ou si c'est dans l'écriture, le moment où dans 2 automnes 3 hivers, Vincent Macaigne rentre dans l'impasse et on repart avec une autre histoire. On a oublié un petit peu qu'il était, et on le retrouve finalement. Il y a une tension qui se crée et on passe par un détour très grand. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est une question d'être dans le présent et dans le plaisir d'être dans le présent et dans une durée qui des fois s'éternise un peu parce qu'il y a des choses qui sont très belles qui se passent dans ces moments-là, quoi. Ouais. Et il y a des choses au montage aussi, des séquences que le film rejette en fait comme un microbe, en fait. C'est très étonnant, en fait. Le corps réagit, vraiment l'étape du montage, c'est ça aussi. Moi, j'ai renoncé à plein de séquences que j'aimais beaucoup et que j'avais écrites en étant sûr que ça serait des moments importants d'un film. Et en fait, le seul truc qui compte, c'est l'objet final, quoi. Ouais. Ouais. Je propose qu'on arrête là. Tu parlais du temps. Je crois qu'on arrive à la fin du temps. À moins si vous voulez une dernière question. Je vais pas en premier. Moi, ça a changé au fur et à mesure, mais c'est parce que je pense que j'ai pris de plus en plus d'assurance. Mais maintenant, c'est décidé pour jusqu'à la fin de mes jours. C'est le tournage. C'est là où tout se passe. Pardon ? Et au début, je pense que j'aimais bien le montage parce qu'on était au chaud derrière et que c'est rigolo de triturer des images qu'on a filmées. Et après, il y a eu l'écriture et je crois qu'au final, c'est le tournage. Ouais. C'est le tournage parce que c'est là où il faut être à fond, quoi, en fait. Et c'est là où l'adrénaline est la plus forte et c'est là aussi où c'est qui est pour moi le plus beau dans ce métier-là, c'est le rapport au comédien, quoi. Moi, j'ai pas fait autant de films que Sébastien, donc j'en suis encore un peu à aimer le montage. Mais ce que j'aime bien dans le tournage, c'est quand c'est un peu aventureux, quoi. Il y a des scènes que j'ai tournées dans Vif Argent qui sont dans des forêts au Bénin ou en haute montagne dans la neige, là, quand il y a des choses qui sont un peu justement où ça échappe à la maîtrise, où on ne sait pas parce que ça se rapproche d'une certaine manière du documentaire. J'ai fait un film au Tibet sans l'avoir préparé du tout dans un rituel funéraire, donc c'est des choses où on est face à une sorte d'hostilité, je dirais, et ça me plaît bien. Après, je suis un peu moins quand les choses sont un peu plus installées, où il y a une équipe qui est en attente et je trouve que c'est un peu plus, il y a une pression un peu plus grande, alors que quand tout le monde est dans le bazar, on est tous d'accord pour y aller, quoi. Voilà. Mais le montage, j'aime bien, ouais, parce que effectivement c'est assez confortable et puis c'est très ludique, ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, merci à Franck, merci à vous.